Hello, entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débrief avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances en marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO, tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et surtout, si tu entends des discussions intéressantes, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec nos nouveaux contenus. Là où Pleddy est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on aborde finalement assez peu sur le podcast, c'est la publicité. Et on va même s'intéresser un peu plus à Google Ads, parce que quand on veut se lancer sur cette régie, les possibilités sont très nombreuses et il y a plusieurs points sur lesquels il faut être vigilant. Pour en parler aujourd'hui, je suis avec Rémi Bendayan, qui est cofondateur et CEO de DataShake. Bonjour Rémi. Bonjour Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast pour parler de ce sujet. Comme je le disais, en fait, la publicité, on en a très peu parlé jusqu'à présent, dans un épisode, je crois. Donc c'est cool de pouvoir creuser ça avec toi. Merci beaucoup et merci de me recevoir. Encore une fois, comme je le disais, avec plaisir. Donc pour ceux qui te connaîtraient pas, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter un petit peu, s'il te plaît? Yes, pas de problème. Écoute, je m'appelle Rémi Bendayan. J'ai travaillé pendant 4 ans chez Google et j'ai accompagné des startups, des entreprises du CAC 40, des PME sur toute leur stratégie sur Google Ads. Et ensuite, après avoir passé 4 ans chez Google, j'ai décidé de monter DataShake avec mon associé Anthony, que lui aussi j'avais rencontré chez Google. Et on a monté donc DataShake il y a 4 ans pour accompagner les marques sur toute la gestion de leur campagne publicitaire. Donc c'est-à-dire que les marques viennent vers nous en nous disant j'ai un budget marketing de X et j'ai envie de faire de la publicité en ligne, mais je ne sais pas comment faire ni quoi faire. Et donc nous, notre rôle va être de les conseiller sur ce qu'ils doivent faire et quelle est la meilleure stratégie en fonction de leur business, leurs objectifs, etc. Et à partir de là, une fois qu'on aura validé la stratégie avec eux, on va gérer les campagnes au quotidien. Donc notamment gérer des campagnes sur Google Ads pour générer des ventes, générer des leads. Ça va dépendre de l'activité, mais donc voilà, notre cœur de métier, c'est l'accompagnement sur les campagnes publicitaires. Ok, top. Bon, dans le vif du sujet, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'intérêt de Google Ads dans une stratégie marketing? À quels enjeux ça répond? À quel niveau ça intervient? L'intérêt de Google Ads va être que tu vas pouvoir proposer une publicité face à l'intention d'un utilisateur. C'est-à-dire que la publicité que tu vas proposer sur Google Ads répond à une requête de l'utilisateur. Par exemple, lorsque moi je vais taper coiffeur Paris 8, on va me proposer une publicité pour un coiffeur dans le 8e arrondissement. Mais donc cette publicité, elle intervient après que j'ai démontré l'intention de rechercher un coiffeur. Contrairement, si tu veux, à Meta, qui est donc le concurrent principal, ou quand tu vas voir une pub sur Instagram, ben, t'es pas forcément en recherche d'un produit ou d'un service. Et donc, si tu veux, tu es en train de scroller ton feed et de voir des photos de tes amis, etc. Et on va te proposer une publicité, mais t'as pas démontré une intention très forte d'acheter tel produit ou de rechercher tel service. Donc, c'est vraiment ça la force de Google et des publicités sur Google Ads, c'est de proposer un service ou un produit en réponse à une intention. Et donc, ça permet en général d'avoir ce qu'on appelle un taux de conversion ou de générer des conversions plus facilement que sur un levier comme Meta ou TikTok, par exemple. Ouais, effectivement, j'allais dire, pour le coup, c'est presque un petit peu comme quand on pourrait comparer inbound et outbound en termes marketing. Voilà. Là, effectivement, tu es sur de la publicité, mais tu es sur de la publicité, on va dire, inbound, entre guillemets, sur Google Ads, où, comme tu le dis, tu réponds à une requête, à une intention qui a été démontrée. Là où sur Meta ou sur LinkedIn, par exemple, tu vas aussi aller... Enfin,
c'est de l'outbound, t'es un peu plus intrusif dans le sens où en fait tu vas Exactement. pousser une information dans le feed de la personne qui l'a pas voulu, quoi. Ok, bah écoute, rentrons un petit peu dans le sujet un peu plus en détail. Donc, je suis une boîte B2B, je veux me lancer sur Google Ads. Par quoi est-ce que je commence? Comment est-ce que tu structures un compte? C'est quoi les premières campagnes que tu lances? Donc, si tu es une entreprise B2B et que tu veux te lancer sur Google Ads, déjà, il faut avoir en tête que sur Google Ads, tu as plein de types de campagnes différentes. Et ces types de campagnes différentes vont notamment influencer la manière dont tu vas structurer ton compte. Donc, les types de campagnes différentes, pour en parler très rapidement, tu vas avoir les campagnes de search, en français les campagnes de recherche. Et donc là, l'idée, c'est d'afficher ta publicité sur Google lorsque quelqu'un tape une requête. Donc, c'est ce dont on vient de parler et c'est vraiment le type de campagne le plus classique. Et puis, tu vas pouvoir compléter ça avec deux types de campagnes. Par exemple, des campagnes display, donc faire apparaître tes annonces au format visuel. Donc, ça prend la forme de bannières sur des sites type Le Monde, L'Équipe, etc. Donc, des sites partenaires qui proposent des emplacements sur leur inventaire pour pouvoir afficher ta publicité ou ta bannière. Donc là, c'est vraiment un Mhm. format visuel. Tu vas avoir des campagnes YouTube pour afficher des publicités vidéo. Tu vas avoir des campagnes shopping. Alors, ça s'adresse pas aux marques B2B en général puisque c'est pour des retailers, mais à noter que c'est un type de campagne qui existe aussi. Donc Mhm. voilà, la première étape, c'est de choisir un peu le type de campagne qui sont disponibles. Quand tu es une marque B2B, commencer par le search, ça me paraît être le B à bas parce que c'est là où tu vas pouvoir capter, comme on l'a dit, un maximum d'intention et donc un maximum d'utilisateurs ou de trafic qui va être a priori qualifié. Ouais. La recommandation qu'on va pouvoir faire, ça va être en général de lancer une campagne. Donc, je donne une préconisation qui évidemment peut être challengée, mais c'est des éléments, je pense, sur lesquels en général on se trompe pas. Une campagne qui couvre ta marque, ça c'est la première étape. C'est-à-dire que Mhm. quand, je vais reprendre l'exemple de DataShake parce que c'est facile, mais quand nous donc ça, on s'appelle DataShake et on veut que lorsque quelqu'un recherche DataShake sur Google, on va afficher une publicité sur notre nom de marque pour que la personne nous trouve bien et qu'on contrôle le message, etc. Donc ça, c'est ce Ok. qu'on appelle la campagne marque, c'est une campagne search sur le mot-clé de notre marque, tout simplement. Ok. C'est pour éviter aussi du coup qu'on tombe sur les sites de tes concurrents, typiquement, qui pourraient enchérir sur ton nom, quoi. Voilà, il faut savoir que sur Google, tu as le droit d'enchérir sur le nom de tes concurrents, donc c'est pas du tout interdit. Ce qui est potentiellement interdit, c'est d'utiliser le nom de ton concurrent dans l'annonce. Donc Ok. moi, j'ai pas le droit d'utiliser le nom de mon concurrent dans l'annonce DataShake, mais par contre, me positionner sur le mot-clé de mon concurrent, ça j'ai le droit. Et donc en effet, avoir une campagne marque, ça permet de se protéger et ça permet aussi de contrôler le message parce que tu sais, sur la campagne, lorsqu'on va taper ton nom de marque, en général, tu vas apparaître en SEO, en Mhm. organique. Et donc souvent la question qu'on nous pose, c'est pourquoi j'irais dépenser sur une campagne marque alors que j'apparais déjà en SEO. Ce Ouais. qui est vrai. Et donc la réponse à ça, c'est que ça permet de se prémunir contre potentiellement des concurrents qui investissent dessus, donc ça on vient de le dire. Mais aussi deuxièmement, tu peux contrôler le message plus facilement parce que en SEO, c'est pas tu rentres des lettres sur un endroit et tu appuies sur un bouton et c'est live une heure plus tard. Mhm. C'est un peu plus complexe que ça. En SEA, en effet, tu peux vraiment contrôler à 100% le message qui apparaît. Et puis après, il y a un dernier point intéressant, c'est que il y a des études qui ont montré qu'une double présence SEA et SEO améliore l'image de marque et donne un a priori comme quoi l'entreprise est un peu plus solide. Voilà, ça améliore l'appréhension de la marque quand tu vois une publicité en haut plus un résultat en SEO. Ok. Donc ça, c'est la campagne marque. On complète cette campagne en général avec des campagnes qu'on va appeler génériques, où là, l'idée, ça va être de se positionner sur des termes qui définissent ton service, si tu es une boîte de service B2B. Donc typiquement, je reprends l'exemple de DataShake. Dans notre cas, nous, on va se positionner sur les mots-clés. Vais donner plusieurs exemples. Agence de marketing, agence Google Ads, accompagnement Google Ads, comment créer des campagnes Google Ads, etc. Donc il y a une multitude de mots-clés, je ne vais pas tous les énumérer, mais en gros, là, il faut se poser la question en tant que boîte B2B de service, quels sont les mots ou les termes qui définissent mon service et qui vont faire que lorsqu'une personne a besoin de moi, elle va taper ce fameux mot-clé et le but, c'est qu'elle me retrouve derrière. Mhm. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les campagnes génériques qui peuvent être très nombreuses comme pas du tout. Ça va dépendre. Est-ce qu'il y a beaucoup de dénominations possibles pour ton service? Est-ce qu'il y a plein de mots possibles, etc. Donc ça, c'est le deuxième type de campagne qu'on appelle donc générique. Ok. Avec une forte intentionnalité d'achat, du coup, sur des Voilà, mots-clés qui sont vraiment effectivement très proches de l'acte d'achat, quoi.
Voilà, le but Mm. c'est que vraiment tu captes des personnes qui sont vraiment en recherche de ton service. La contrepartie, c'est que en général, tu as une plus forte compétitivité Concurrence, sur ouais. ce, voilà, plus forte concurrence parce que t'es pas seul à penser à se mettre sur ce mot-clé-là. Donc Ok, c'est ça la contrepartie. Je vais terminer peut-être avec deux campagnes qui me semblent intéressantes, en tout cas lorsqu'on démarre. Il y a une campagne qu'on va appeler DSA. Alors une campagne DSA, qu'est-ce que c'est? C'est une campagne également sur le réseau de recherche, mais c'est une campagne particulière sur Google puisqu'on va pas avoir besoin de mettre de mots-clés. Donc ok, c'est Google qui lui-même va aller choisir les mots-clés sur lesquels se positionner en fonction de ton site. Donc ils vont ce qu'on appelle crawler ton site. Ils vont analyser ton site, ils vont voir que sur ton site, il y a 15 fois le mot agence de marketing. Et donc, il va en déduire qu'il faut se positionner sur ce mot-clé-là. ok, Donc, c'est une campagne qu'on appelle semi-automatisée parce que tu peux quand même choisir la tête que l'annonce va avoir, etc. Mais tu choisis pas les mots-clés. Mais c'est une campagne assez intéressante parce que ça te permet de compléter le travail que tu auras fait via tes deux premières campagnes marque et générique, comme on a dit. Et Mhm. donc, potentiellement, de mettre sur tes mots-clés auxquels tu n'aurais pas pensé que Google va faire pour toi. Et je terminerai avec un nouveau type de campagne qui est sorti il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, ou peut-être quasiment un an, je crois, qui s'appelle les campagnes Performance Max. ok, Et donc c'est un nouveau type de campagne un peu révolutionnaire parce que c'est une complète nouveauté sur Google Ads. Et donc en fait c'est un type de campagne qui est quasi automatisé, où là tu as juste à mettre quelques éléments, ton site, le budget bien évidemment. Tu peux contrôler un peu les annonces, mais c'est Google derrière qui va choisir le ciblage et qui va également choisir s'il va te pousser sur le réseau de recherche ou sur le réseau display. Donc le réseau display pour rappel, c'est les bannières visuelles. Il peut aller te Mhm. mettre sur YouTube. Donc c'est vraiment une campagne qui les rassemble toutes entre guillemets. Et c'est Google qui va choisir la répartition budgétaire entre ces différents leviers et qui va choisir un peu le ciblage. Et donc voilà, c'est un nouveau type de campagne qui est aujourd'hui un incontournable, mais qui pour moi ne se substitue pas aux premières campagnes dont j'ai parlé qui constituent la base d'une structure. Donc voilà, l'idée c'est un peu d'avoir les deux et de voir ce qui fonctionne le mieux. ok, ouais, donc Performance Max, tu conseilles aussi d'y aller. Pour toi, les résultats sont intéressants. C'est vraiment en tout cas, c'est optimisé par Google, c'est lui qui va gérer. Mais du coup, les résultats sont cool, quoi. Honnêtement, nous, on a mis en place sur la majorité de nos clients, si ce n'est tous, et pour une grande partie, les résultats sont meilleurs que sur les campagnes classiques, les campagnes traditionnelles. Ok, Donc du coup, on les pousse un peu plus. Le problème, c'est que c'est un peu une boîte noire parce que tu sais pas, t'as pas de contrôle sur tout. Donc tu peux pas savoir exactement ce sur quoi tu es apparu, dans quelle proportion. Tu peux pas influencer l'algo pour aller un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Tu vois, c'est vraiment lui qui choisit. Donc c'est ok, tu fais confiance à l'algo, tu lui donnes les éléments dont il a besoin et puis après il fait tout pour toi. d'accord. Euh, donc c'est bien s'il y a de la performance, mais d'un autre côté, si ça marche moyen ou si tu vois ça affiche des trucs donc que t'as pas envie de voir, etc. C'est compliqué parce que t'as pas ce contrôle-là que tu peux avoir sur les campagnes classiques. Ok, je comprends. Donc, une campagne brand, une campagne sur tes mots-clés de métier, on va dire, en tout cas d'achat. Tu as dit la Performance Max et la DSA, du coup, DSA. qui va effectivement identifier pour toi les mots-clés sur lesquels il faut te placer. Ça fait 4 campagnes. J'allais dire, ça va mener très vite à la question qu'on peut se poser naturellement, du coup, sur ce sujet. C'est quoi le budget minimum pour commencer? Il n'y a pas de budget minimum sur Google Ads, c'est-à-dire que tu peux lancer des campagnes à partir de 1 euro par jour. Alors les budgets sur Google Ads, d'ailleurs sur tous les autres leviers, ça se calcule toujours, en tout cas ça se paramètre toujours au budget journalier. Donc sur Google Ads, tu peux lancer une campagne avec un budget d'1 euro par jour. Maintenant, 1 euro par jour, 30 euros par mois, ça va pas nous amener à beaucoup de choses parce que on est facturé sur Google Ads au coût par clic, au CPC. Ouais. Donc, dès qu'un utilisateur clique sur ton annonce, tu es facturé. Et donc, les CPC, en fonction de ton en fonction de ton service, en fonction de ton secteur, ils vont osciller, mais c'est rare, c'est quasiment impossible d'avoir des CPC à quelques centimes. Et les CPC qu'on va en général avoir dans le B2B vont plutôt être entre, alors c'est très très large, donc ça va dépendre, mais entre 1 euro et 5, 6, ça peut même monter parfois à plusieurs dizaines d'euros en fonction des services, ils sont très compétitifs. Mais donc voilà, en partant du principe que ton CPC coûte quelques euros, et ben si par définition tu as un budget mensuel de 30 euros, ben tu peux avoir je sais pas 15 clics par mois si ton CPC il a 2 euros. Donc tout ça pour dire que
parce que les CPC en B2B sont en général de quelques euros, nous, on recommande d'avoir un budget minimum de 2000, 3000 euros par mois. C'est des budgets, on va dire, qui sont agréables pour commencer à faire des tests. D'autant plus que si on crée une structure avec les 4 campagnes dont j'ai parlé, Mhm. et ben ton budget est divisé entre 4 campagnes. Donc si tu as 2000 euros par mois, ça fait 500 euros par mois par campagne que tu redivises par 30 jours. Tu vois, donc à la fin, c'est vrai qu'il reste, ça fait pas énormément de clics par jour. Donc on Ouais. recommande d'avoir un budget de 2000, 2500 euros par mois pour qu'on puisse faire des tests et pour qu'on puisse voilà, avoir assez de matière et de data pour pouvoir prendre des décisions derrière et faire des ajustements. Maintenant, attention, on voit plein de business qui se lancent avec des budgets de 500 euros par mois ou de 1000 euros par mois, ce qui reste bien pour faire des tests, tu vois, et pour lancer des premières campagnes. Ok, donc si tu devais commencer avec un budget de 500 ou de 1000 euros par mois, tu ferais les 4 quand même ou tu le répartirais du coup peut-être sur les 2 premières? Tu le gérerais comment? Alors, si on avait un budget qui était plus limité, déjà la campagne marque, je regarderais si il y a des concurrents qui se positionnent sur mon mot-clé et Ouais. si j'apparais bien en SEO. Si j'apparais bien en SEO et qu'il n'y a aucun concurrent sur mon mot-clé, sur ma marque, sur mon nom de marque, peut-être qu'on pourrait la skipper. C'est là parce qu'on se dit que de toute façon, c'est des gens qui te recherchent déjà. Donc, moi, je trouve que c'est une campagne qui est nécessaire lorsqu'on a envie de se développer, mais si on a un petit budget, je préférerais aller me positionner auprès de gens qui me connaissent pas, tu vois, et Ouais. dépenser mon budget auprès de gens qui me connaissent pas. Donc cette campagne-là, peut-être que je la mettrai en suspens pour quand j'aurai un peu plus de budget. Et puis après, les campagnes génériques, j'en ferai, mais j'en ferai pas 50 non plus. Donc peut-être que je ferai juste une campagne générique, une campagne performance max. Et la DSA, je mettrai un tout petit budget parce que la DSA, normalement, est inutile si les campagnes génériques sont bien faites. Ok, je comprends. Puisque si tu te mets sur les bons mots-clés via ta campagne générique, bah, la DSA, elle va ne faire que doublon. Donc, a priori, donc tu n'as pas besoin de mettre un énorme budget dessus. Donc, je concentrerai mon budget sur sur la générique et sur la performance max. Ok, intéressant. Ouais, donc sur des mots-clés métiers, donc proche de l'acte d'achat, mais donc des gens qui te connaissent pas parce qu'ils tapent pas ton nom. Et donc effectivement, tu vas augmenter ta découvrabilité sur des gens qui sont intéressés par ton service et la performance max parce que bon, bah, apparemment l'algo il sait quand même ce qu'il fait et ça fonctionne pas mal. Top. Écoute, merci pour ça. Merci pour ces conseils. Tu disais en préparant l'épisode que les premières semaines, quand tu lances ton compte sur Google Ads et que tu te lances, elles sont cruciales parce qu'il y a des optimisations à faire. Donc, c'est quoi qu'est-ce que tu regardes dans les premières semaines de run et pour optimiser quoi? À quoi tu fais attention? C'est hyper important de comprendre que sur Google Ads et comme sur les autres plateformes, mais voilà, sur Google Ads, puisqu'on en parle aujourd'hui, c'est impensable de lancer des campagnes et de les laisser tourner 1 mois, 2 mois, sans regarder ce qui se passe, sans faire des ajustements, etc. Et c'est d'autant plus impensable de faire ce travail-là les premières semaines, parce que c'est le moment où en fait, ben, tu vois si ce que tu avais pensé comme étant une bonne stratégie l'est réellement. Est-ce que les mots-clés auxquels tu avais pensé sont vraiment bons? Est-ce que les annonces que tu as mis en place sont vraiment attrayantes, etc. Donc, les premières semaines, et même je dirais même les premiers jours, c'est hyper important de regarder les différents KPIs qui sont importants pour toi. Donc, les KPIs, c'est des indicateurs de performance qu'on pourrait regarder au tout début. Ça va être naturellement le nombre de clics, ce qu'on va appeler le CTR, donc le click-through rate, c'est-à-dire le taux de clic. On va Mhm. pouvoir regarder également la répartition de dépenses entre les campagnes. Tu vois, si tu as fait une répartition entre tes campagnes, mais finalement, dans la réalité, ça ne dépense pas comme tu l'avais anticipé, peut-être qu'il faut faire un ajustement. Ouais. L'élément qu'on va regarder, évidemment, c'est ce qu'on appelle la conversion. Donc, la conversion, c'est l'objectif que tu vas fixer à Google Ads. Ça peut être un lead, ça peut être, je sais pas, un remplissage de formulaire. Voilà, ça va dépendre. Et ça, c'est vraiment l'élément qui va être hyper pertinent pour dire telle campagne a généré des leads et telle campagne n'en a pas généré. Donc, c'est vraiment l'élément qu'on va regarder dans les premiers jours. Et on va également rentrer dans un détail un peu plus fin, à savoir, on va regarder entre les mots-clés s'il y en a certains qui sont plus performants que d'autres, entre les annonces. On va pouvoir également regarder par exemple les extensions d'annonces. Donc ça, c'est un paramètre supplémentaire qu'on va mettre en place sur les campagnes. Donc l'idée, c'est de regarder vraiment tous les paramètres des campagnes et avec tous les KPIs qui nous semblent intéressants. Donc en général, les clics, les conversions, le CTR, c'est déjà pas mal pour se faire un avis. Et à partir de là, le but, c'est de faire des ajustements. Voilà, moi, je conseille toujours, lorsqu'on lance des campagnes pour la première fois, de pas non plus modifier 1 heure plus tard, tu vois, mais de regarder 24 à 48 heures plus tard, de faire des premiers ajustements.
puis après de relaisser tourner un peu, de re-regarder à nouveau 24 à 48 heures plus tard, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, on va dire qu'au bout d'une à 2 semaines, si tu fais ce travail-là, ben, tu peux te permettre de un peu moins ajuster tous les jours, mais peut-être ajuster tous les 3 jours, tous les 4 jours. Ça dépend de si tu es content des performances ou pas. Ok, c'est ce que j'allais dire à partir de parce que pour ne pas être un modificateur compulsif, à partir de combien de temps est-ce que tu commences à modifier? Donc toi, c'est 24-48 heures. Tu dis que tu commences à avoir un petit peu de recul et il faut déjà regarder ce qui se passe, quoi. Oui, attention, c'est contre-productif de trop modifier. Parce que l'algo de Google va ben, A/B tester, tu vois, différentes approches, différents mots-clés, les différentes enchères, etc. Et donc, si ben, tu fais trop de modifications trop vite, l'algo n'a pas le temps de faire ses A/B tests. Et donc, du coup, ben, finalement, tu moulines un peu dans le vide parce que les tests que tu essayes de mettre en place n'ont même pas le temps de porter leurs fruits. Donc, attention à ne pas faire de modifications trop vite. Il y a ce qu'on appelle en publicité la phase d'apprentissage, la période d'apprentissage, qui est donc Mhm. ce temps nécessaire pour que Google fasse des tests et et en gros fasse sa conclusion en disant tel mot-clé est meilleur que tel autre mot-clé ou telle enchère est meilleure que telle autre enchère, etc. Et donc cette phase d'apprentissage, en effet, il n'y a pas de chiffre très précis, mais il faut laisser un peu tourner quelques jours. Donc voilà, 48 heures, ça me paraît bien en tout cas lorsqu'on lance la campagne pour regarder un peu ce qui se passe et ne pas faire de modifications avant ces 48 heures. Ok, ouais, effectivement, tu le dis, il y a une phase d'apprentissage où en fait Google va essayer d'aller chercher du coup la meilleure formule à présenter pour les meilleurs résultats et sur les différents mots-clés. Et donc après, tu regardes ça, du coup, effectivement, comment ça fonctionne, quels sont les mots-clés qui performent le plus, peut-être s'il y en a qu'il faut supprimer ou en négatif même à mettre pour que ne pas utiliser, sur lesquels tu ne veux pas apparaître, ouais, parce qu'en fait, tu pensais que c'était une bonne idée et puis Oui, c'est très important de regarder ce qu'on appelle les termes de recherche. Donc les termes de recherche sur Google Ads, c'est les termes sur lesquels on apparaît et c'est vraiment et tu vois réellement dans la plateforme ce que les gens ont tapé, tu vois avec les fautes d'orthographe, avec voilà, tu vois vraiment ce que les gens ont tapé, c'est assez marrant d'ailleurs. Et donc ça c'est très important de le monitorer très régulièrement parce que ça te permet de voir si le choix de tes mots-clés est pertinent et si les requêtes que les gens tapent pour tomber sur tes annonces sont vraiment pertinentes. Je vais te donner un exemple très simple. J'avais un client quand j'étais chez Google qui vendait des portails, tu sais, des portails électriques. Mhm. Et quand on a regardé ces termes de recherche, on s'était rendu compte qu'il apparaissait sur les termes portail SFR, portail Orange, tu vois. Ouais. Et donc en fait, si ça tu le vois pas, si tu fais pas ce travail-là d'aller voir dans les termes de recherche, potentiellement tu apparais sur des requêtes qui sont pas du tout pertinentes par rapport à ton business. Et donc là, Ouais. en effet, si ça arrive, comme tu l'as dit, le but c'est d'aller exclure des termes. Donc là, typiquement, dans cet exemple-là, on va exclure le mot SFR pour que lorsque quelqu'un tape SFR dans sa requête, on est sûr de ne pas apparaître. Ok. Ok, ça marche, super intéressant. Bon, écoute, merci pour tous ces conseils. Du coup, j'allais dire, comme on est au café, là, c'est le matin, j'en profite pour t'arracher des petites confidences, parce qu'on parle beaucoup de bonnes pratiques et tout, mais la vie de marketing, c'est jamais tout rose. Rapidement, c'est quoi, toi, tes trois plus gros challenges du moment? Les trois plus gros challenges du moment, il y en a pas mal. On va essayer de réfléchir aux trois plus importants. Il y a un premier challenge qui est assez important aujourd'hui dans le marketing, c'est tout ce qui touche au tracking. Donc, comme tu le sais, il y a beaucoup d'évolutions sur le marché en ce moment en termes de tracking, notamment ça a commencé avec iOS 14, donc la Hmm. nouvelle version d'Apple, qui a fait qu'on peut un peu moins bien traquer ce qui se passe sur les applications iOS. Il y a la fin des cookies qui arrive très prochainement, qui a été repoussée plusieurs fois par Google, mais qui arrive très prochainement. Donc ça aussi, ça va impacter la manière dont on arrive à suivre un peu ce qui se passe sur les campagnes. Il y a la nouvelle version de Google Analytics. Donc on avait une version qu'on appelle UA qui était là depuis plusieurs années de mémoire et donc on passe à GA4, donc à Google Analytics 4 dès cet été. Donc ça c'est aussi un gros changement. Et puis après, en plus de ça, tu as des problèmes d'attribution qui fait que comme tu as plein de plateformes, tu as de plus en plus de plateformes publicitaires, donc le parcours de conversion d'un utilisateur est de plus en plus fragmenté. Donc c'est de plus en plus compliqué de savoir si une vente ou un lead a été réellement impulsé par Google ou par Meta ou par un autre levier. Donc bref, tout Ouais. ça pour dire que la lecture des performances en marketing est de plus en plus challengée. Il y a quelques solutions qui sont proposées, pardon, il y a quelques outils, etc. Mais ça, c'est un challenge en ce moment qu'il faut pas nier. C'est le premier point. Il y a un deuxième point qui est la crise actuelle qu'on peut pas nier non plus, qui a quand même un gros impact sur la consommation moyenne, qui a un gros impact sur la compétitivité, qui a un gros impact sur les coûts des matières premières.
qui fait que si tu veux, une marque pour qui la publicité en ligne, c'était la poule aux œufs d'or il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué Ouais. parce que c'est pas aussi simple de vendre comme ça sur un coup de tête parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché. Donc bref, la crise actuelle fait que ça facilite pas les choses et que nous, on est face à des clients, notamment des startups, qui ont un peu plus de mal et qui sont dans la difficulté de générer du ROI versus il y a quelques années. Ok. Pour terminer, je dirais que dans le marketing, il y a un autre aspect qui est challengeant, qui concerne un peu plus des acteurs du marketing comme nous, c'est le recrutement. Ouais. Tout simplement parce que trouver des bons profils de personnes qui ont l'ADN un peu marketing, qui ont cette curiosité d'apprendre, qui ont cette curiosité de se mettre régulièrement au courant de ce qui se passe dans notre milieu, parce que c'est un milieu qui bouge beaucoup avec des actualités toutes les semaines, c'est pas simple. Et donc, du coup, les agences comme nous et même les entreprises aussi qui veulent recruter en interne ont plus de mal qu'auparavant parce que ces profils sont de plus en plus rares. Donc voilà, ça c'est un challenge qui est un peu plus business, on va dire, pour nous, mais qui touche un peu tous les acteurs du marketing. Carrément, c'est vrai que tu vois, sur le podcast de tous les CMO qui passent, je sais pas s'il y en a un qui m'a pas cité le recrutement à un moment ou à un autre, mais c'est vraiment parce qu'au final, la boîte c'est aussi la somme des compétences. Tu peux avoir un super produit, mais si tu trouves pas les bons profils, c'est compliqué, quoi. Exactement. Ok, écoute, merci pour ta transparence d'avoir partagé tout ça. Si tu devais résumer notre échange, s'il y a un conseil que tu devais donner, que tu devrais retenir de ce qu'on s'est dit pour se lancer sur Google Ads, ce serait quoi? Mon conseil, ce serait de tester un maximum de choses. Je pense que c'est la clé. Et il faut pas penser que voilà, une stratégie qui est bonne un jour 1 est toujours bonne à J+30. Donc c'est hyper important de constamment se remettre en question, constamment tester les approches qu'on peut avoir sur Google Ads. Et deuxièmement, c'est que c'est une plateforme qui évolue très, très régulièrement avec des nouveautés constamment. Et donc, c'est quand même important de se former et d'être au courant de ce qui se fait sur cette plateforme et des bonnes pratiques avant de lancer quoi que ce soit. Donc, je pense qu'on a donné quelques éléments basiques de comment on lance une campagne, mais pour avoir une stratégie en bonne et due forme, c'est important d'aller se renseigner, de se former. Il y a plein de contenus sur YouTube, il y a plein de contenus sur le site même officiel de Google Ads. Donc, en conjuguant un apprentissage et une curiosité sur ce qui se fait sur la plateforme à un A/B testing et voilà, le fait d'itérer, de réitérer l'approche, a priori, on arrive à de bons résultats. Ok, écoute, encore une fois, merci pour tout, Rémi. Si jamais il y a des petites questions pour toi, on peut te trouver on peut te contacter par quel canal? On peut me contacter sur LinkedIn, donc Rémi Bendayan, et sinon notre site datashake.fr, datashake.fr, et donc il y a un formulaire de contact, mais donc voilà, avec plaisir pour échanger, soit sur LinkedIn, soit via notre site. Top. Et écoute, encore une fois, merci beaucoup pour tout ça. Et puis donc maintenant, je te souhaite une bonne journée. Merci à toi, Axel, à bientôt. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.